Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour ce séminaire qui est un peu exceptionnel pour l'Observatoire. On a décalé la date, évidemment, pour être en phase avec la journée des femmes et filles de sciences. Déjà, les petits détails pratiques, ce séminaire sera enregistré. Enfin, il est enregistré déjà et il sera en ligne sur la chaîne YouTube de l'Observatoire après un peu d'édition. Donc, vous pourrez le voir en replay. Si vous voulez poser vos questions de façon, soit vous utilisez le petit module Q&R, questions-réponses, et vous tapez votre réponse, et moi je veille au grain, voir qui a une réponse, et je la reprends oralement. Et voilà, donc ça, à la rigueur, vous pouvez noter vos réponses au fil de l'eau, au fil de la présentation de Mathilde. Soit vous levez la main, et je vous repère dans la liste des participants et je vous ouvre le micro pour que vous puissiez poser votre question. Voilà, pour les petits détails pratiques. On en a pour à peu près 30 minutes, plus un temps pour les questions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathilde Malin. Mathilde Malin est doctorante à l'Observatoire de Paris au laboratoire LESIA. Si je ne me trompe pas, sa spécialité, c'est plutôt les exoplanètes. J'ai un petit doute, mais on en avait parlé il y a longtemps. Ceux qui suivent un peu les actualités PSL ont vu la figure de Mathilde sur une petite interview à propos de la mission de médiation scientifique à Guyane vers les étoiles, parce qu'elle fait aussi de la médiation scientifique et un de ses objectifs, c'était de toucher les jeunes filles, très jeunes filles, pour montrer qu'on peut faire de la science en étant une fille, une femme. Et aujourd'hui, elle va vous parler d'un sujet qui la passionne sans doute de plus en plus, c'est la place des femmes dans les sciences et spécialement en astrophysique et en astronomie. Mathilde, je te laisse la parole. Merci Nicolas. Alors, je vais partager ma présentation. Je vais mettre plein écran. Est-ce que vous voyez tous bien? Ok, super. Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la présence des femmes en astronomie et en astrophysique, puisque aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes et des filles de sciences. Donc, pour placer un peu le contexte, c'est une journée qui a été créée par l'ONU en 2015 et qui reposait sur un constat qui a été fait par l'UNESCO qui montre que moins de 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes. Donc, les femmes sont sous-représentées dans les domaines de la science et de la technologie, à tous les niveaux, que ce soit au niveau universitaire, dans la recherche, dans le public, dans le privé et aussi dans les entreprises. Donc, cette journée, c'est l'occasion de rappeler que les femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique et que leur participation doit être renforcée. Donc, pour introduire le sujet, je vais commencer par vous laisser réfléchir en posant cette question. Donc, combien connaissez-vous de femmes dans l'histoire de l'astronomie ou même de manière plus générale dans l'histoire des sciences? Donc, vous qui êtes plutôt dans le domaine de l'astronomie, vous n'aurez peut-être pas tant de difficultés que ça à me répondre à cette question. Mais toutes les personnes autour de moi auxquelles j'ai pu poser cette question, que ce soit des personnes qui travaillent dans des domaines scientifiques ou pas du tout dans des domaines scientifiques, ils ont souvent assez de difficultés à en citer plusieurs, à en citer beaucoup. Alors très souvent, j'ai une réponse assez facile. Tout le monde me cite aussitôt Marie Curie en tant que physicienne célèbre, mais c'est tout de suite beaucoup plus difficile d'en citer d'autres et encore plus difficile de citer des astronomes, des astrophysiciennes célèbres. Alors qu'à l'inverse, si je vous demandais de citer des hommes scientifiques, même des astronomes, des astrophysiciens, c'est tout de suite beaucoup plus facile de répondre. Et même des personnes à qui j'ai pu poser cette question, donc des personnes qui travaillent même complètement en dehors du domaine scientifique, ils sont tout de suite capables d'en citer plusieurs, rien qu'en pensant au nom des théorèmes qu'ils ont appris pendant leur cursus scolaire ou même au nom qu'ils ont pu apprendre pendant leur cours d'histoire. Donc on peut donc se demander, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de femmes scientifiques présentes pendant ces derniers siècles? Alors évidemment non, il y a eu plein de femmes scientifiques, et il y en a certes eu beaucoup moins que d'hommes scientifiques, en tout cas beaucoup moins de connus, mais il y en a eu plein. Alors peut-être que vous en reconnaissez déjà certaines parmi toutes ces images. Alors celles que je vais vous présenter sont parmi ces images, mais je ne vais pas toutes vous les présenter, je ne vais pas avoir le temps. Et en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quels sont les mécanismes qui mènent à la sous-représentation des femmes dans les domaines scientifiques. Alors je vais commencer en remontant assez loin dans le temps, en vous présentant trois figures de l'Antiquité et du Moyen-Âge, donc trois astronomes de ces époques-là.
La première dont je vais vous parler, c'est Aglaonis de Thessalie. Donc, on remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ, en Grèce. Et elle est considérée comme une des premières femmes astronomes. Et on sait, selon les écrits de Plutarque, donc Plutarque est un philosophe grec du 1er siècle après Jésus-Christ, on sait qu'elle connaissait les causes des éclipses complètes de lune et qu'elle était capable de prédire les éclipses. Et à cause de ça, on disait d'elle qu'elle avait le pouvoir de commander la lune, et donc elle était considérée comme une sorcière qui voulait du mal aux autres femmes, en particulier donc, à cause de ses connaissances en astronomie. La seconde dont je vais vous parler, c'est Hypatie d'Alexandrie, donc c'est une grande figure de l'Antiquité. Hypatie d'Alexandrie était professeure de philosophie et d'astronomie. Elle a rédigé plusieurs commentaires donc, sur des œuvres de grands mathématiciens, comme par exemple sur Arithmétique de Diophante. Elle a été aussi directrice de l'école néoplatonicienne à Alexandrie. Donc, il y a énormément de personnes qui venaient la voir de très très loin, qui venaient de Grèce jusqu'à Alexandrie pour l'entendre enseigner, pour entendre ses cours de philosophie, d'astronomie, de mathématiques. Elle est aussi connue pour avoir fabriqué énormément d'instruments, comme par exemple des astrolabes. Elle a aussi rectifié le calendrier à partir de ses observations. Donc, par exemple, en établissant les dates des équinoxes, elle a rectifié bien le calendrier, donc le calendrier qu'on utilise aussi. Et Hypatie d'Alexandrie a eu une fin plutôt tragique, puisque, donc, arrivée en 415, c'est le début de la fin, c'est commence à être le déclin de l'Empire romain, avec entre autres l'avancée du christianisme. Donc, il y a énormément de tensions entre les juifs, les chrétiens et les païens, donc des tensions qui augmentent. Et Hypatie d'Alexandrie va être assassinée par une foule de chrétiens en 415, donc à cause de ses prises de position scientifiques et philosophiques. Hypatie était considérée comme une sorcière et c'est pour ça qu'elle sera assassinée. Donc, au XXe siècle, Hypatie d'Alexandrie devient une icône du mouvement pour les droits des femmes et du féminisme, puisque c'est une femme qui s'est battue pour ses convictions, qui est une figure de l'intelligence qui était très respectée, et aussi parce qu'elle a su s'imposer dans un milieu qui était uniquement réservé pour les hommes à cette époque. Elle est connue aujourd'hui, entre autres, grâce à ce film, donc le film Agora, qui est basé sur son histoire et qui est sorti en 2010. Donc, la dernière dont je vais vous parler de cette époque-là, donc on est un tout petit peu plus tard dans l'histoire et surtout on est sur un autre continent, donc en Corée, donc en Asie de l'Est. C'est l'histoire de Seondeok. Donc Seondeok, c'était la fille du roi de la Silla. Donc c'était un des 3 royaumes de Corée, donc la partie sud de la Corée actuelle. Et Seondeok, pendant sa jeunesse, pendant son enfance, elle a été interdite d'enseignement scientifique puisqu'ils estimaient que c'était contre nature et inapproprié pour une femme d'étudier les sciences. Mais malgré tout, elle commence à observer seule les étoiles et se passionner de plus en plus par l'astronomie. Elle va devenir la première monarque féminine coréenne qui va régner sur son pays pendant plus de 14 ans, puisque le roi n'avait pas d'héritier masculin. Et une fois au pouvoir, elle va se venger donc de ne pas avoir eu le droit d'avoir de l'enseignement scientifique plus jeune, puisqu'elle va continuer encore plus à approfondir ses études en astronomie. Elle va apprendre à prédire les éclipses et son premier décret en tant que princesse, ça va être la construction de l'observatoire astronomique, donc qui est appelé le Chumsongdae, ou plutôt la tour de la lune, la tour des étoiles, qui est la plus ancienne tour d'Asie de l'Est. Donc c'est celle dont j'ai mis l'image juste ici. Donc une des plus anciennes tours de l'Asie de l'Est, en tout cas la plus ancienne qui est toujours debout. Et cette tour avait pour objectif, donc bien sûr, de faire des observations, mais aussi de partager les connaissances de l'astronomie avec tout le monde. Et elle est considérée aujourd'hui, cette tour, comme parmi un des trésors nationaux de la Corée. Donc on voit que ces 3 femmes-là, ces 3 figures de l'Antiquité et du Moyen-Âge, donc ces 3 astronomes, et toutes celles que j'aurais pu vous parler de cette époque, en fait, ce sont toutes des filles de rois, des personnages nobles de la société qui ont pu faire des sciences grâce à leur statut social. Mais malgré ça, elles sont toutes considérées comme des sorcières et où ont eu des grandes difficultés à accéder aux sciences puisque c'était inapproprié pour les femmes. Donc j'avance beaucoup dans le temps en passant donc, à l'époque des temps modernes. C'est une époque importante en astronomie puisqu'il y a vraiment de grandes avancées qui sont faites jusque-là. C'est l'héliocentrisme. On sait maintenant que le Soleil n'est qu'une étoile parmi d'autres. C'est l'époque des observatoires royaux, donc qui ont été principalement construits au XVIIe siècle. C'est la lunette astronomique de Galilée en 1610, les lois de Kepler, le télescope de Newton un peu après aussi. C'est l'époque où on commence à étudier de plus en plus les planètes, les satellites, on fait des cartes de la Lune. Et les plus grands astronomes, enfin la plupart des grands astronomes de l'époque, ils sont assistés par des femmes qui contribuent très largement aux observations et à leurs travaux. Si ce sont des femmes, leurs assistantes, c'est parce que c'est plus facile de les embaucher car elles coûtent moins cher ou alors ne sont pas payées du tout puisque la plupart du temps, ce sont des proches. Donc très souvent, ces assistantes astronomes, ce sont les femmes des astronomes, ce sont leurs maîtresses, ce sont des membres de leur famille. Donc l'exemple typique, c'est l'histoire de la sœur de William Herschel, donc Caroline Herschel.
Caroline Herschel, elle était destinée à devenir une bonne ménagère puisqu'elle a eu un physique un peu ravagé par les maladies qu'elle a eues pendant son enfance. Elle va rester à s'occuper de ses parents jusqu'à plus de 22 ans. Elle ne sera jamais mariée. Et c'est son frère, donc le fameux astronome William Herschel, qui va convaincre leur mère de l'amener avec lui en Angleterre. Il va lui apprendre les mathématiques, il va lui apprendre l'anglais, il va aussi lui apprendre les arts d'ailleurs, la musique, mais il va surtout lui apporter toutes les connaissances nécessaires pour que Caroline, sa sœur, puisse devenir son assistante à plein temps. En 1781, William va faire donc la découverte d'Uranus et devenir nommé astronome royal. Donc Caroline va continuer de travailler avec lui, mais de plus en plus, elle va entreprendre ses propres recherches, ses propres observations. Et c'est comme ça qu'elle va découvrir donc, des comètes, des nébuleuses. Elle va aussi créer la première représentation de la Voie lactée telle qu'on la verrait de l'extérieur, donc ce qui est assez nouveau en tout cas pour l'époque. Et elle va devenir d'ailleurs la première astronome salariée en Angleterre et la première membre honoraire de la Société royale astronomique. Donc ça s'est quand même plutôt bien terminé pour Caroline Herschel. Aujourd'hui, elle a d'ailleurs de plus en plus de reconnaissance, puisqu'il fallait quand même que je le cite, une des preuves qu'elle a de plus en plus de reconnaissance, c'est que le 2 décembre 2021, vraiment pas très longtemps, il y a une rue qui a été inaugurée dans le 6e arrondissement de Paris qui s'appelle la rue Caroline et William Herschel. Et donc Caroline, ce n'était pas la seule assistante qui a fait des nombreuses observations et des grandes découvertes en astronomie. Et il y a eu vraiment de nombreuses autres femmes astronomes à cette époque. Donc je vous en ai mis toute une petite liste ici, mais évidemment, il y en a certainement encore plein d'autres. Donc ce sont quasiment toutes des femmes qui vont rester considérées comme des assistantes, qui resteront cachées derrière des scientifiques plus renommés. Et pour la plupart d'entre elles, c'est vraiment un schéma typique qui se répète avec des destins assez similaires. Donc, ce sont plutôt des femmes qui viennent de familles riches, de familles aristocrates, qui ont reçu une éducation grâce à leur famille et qui vont continuer à étudier l'astronomie grâce à leur mari ou grâce à quelqu'un proche de leur famille. Et quasiment aucune d'entre elles ne va publier ses travaux sous son propre nom. Et souvent, elles vont publier leurs travaux sous le nom de l'astronome masculin, de leur mari avec lequel elles travaillent. Un autre exemple typique, c'est donc Elisabeth Hevelius, qui va continuer de publier sous le nom de son mari, même bien après qu'il soit mort. Et notamment, ils ont publié, alors ensemble, mais entièrement terminé par Elisabeth, ils ont publié un catalogue d'étoiles, donc de plus de 1500 étoiles. Donc ça, c'est réellement un mécanisme qui amène à la sous-représentation des femmes dans les sciences, puisqu'elles travaillaient toujours pour quelqu'un d'autre, même si elles travaillaient seules sur leurs recherches. Donc j'avance encore un petit peu dans le temps et on arrive à l'époque contemporaine. Donc à la fin du 19e siècle, la communauté d'astronomie a la volonté de créer une carte du ciel, donc c'est-à-dire de répertorier les étoiles, leurs caractéristiques, leur luminosité, de mesurer les spectres aussi. Donc ça, ce sont des tâches qui sont très répétitives, très minutieuses. Et en fait, on se rend compte qu'une femme peut calculer d'immenses quantités de données pour un salaire 2 fois plus faible qu'un homme. Et le premier à se rendre compte de ça, c'est Edward Charles Pickering, donc était directeur de l'Observatoire de l'Université d'Harvard. Il va embaucher de nombreuses femmes entre la fin du 19e siècle et jusque dans les années 1950 avec la construction du catalogue de Draper. Donc, ces femmes, il les embauche comme calculatrices afin de traiter mathématiquement d'importantes quantités d'informations, d'importantes quantités de données donc, au sein de l'Observatoire de l'Université d'Harvard. Donc, ce sont des femmes qui n'ont pas forcément eu d'accès à l'éducation, mais au fur et à mesure de leur travail d'assistante, elles en apprennent de plus en plus et elles se retrouvent à faire leurs propres recherches, à faire de nombreuses découvertes et devenir des scientifiques très brillantes. Et c'est d'ailleurs plus d'une centaine de femmes qui vont travailler à l'Observatoire d'Harvard. Donc, je vais vous en présenter 3 d'entre elles qui sont les plus célèbres parce qu'elles ont fait des découvertes très célèbres. La première, c'est Williamina Fleming. Donc, Williamina Fleming a été abandonnée par son mari, donc elle vient d'Angleterre, elle a été abandonnée par son mari avec son fils. Elle va émigrer aux États-Unis et elle va commencer avec un travail de bonne. C'était la bonne de Edward Charles Pickering, le directeur de l'Université d'Harvard. Et Edward Charles Pickering va lui demander de l'aide dans son travail en astronomie. Et c'est comme ça qu'il se rend compte en fait qu'elle est tout à fait capable de faire des calculs et qu'il va l'embaucher en tant que première calculatrice. Donc plus tard, Williamina Fleming, en tant que première calculatrice, va prendre de plus en plus de responsabilités et va gérer les autres femmes avec qui elle travaille. Elle a d'ailleurs du coup découvert la nébuleuse de la tête de cheval, donc je vous ai mis la petite image ici. Donc c'est une découverte qui a pendant très longtemps été attribuée à un autre scientifique, mais c'est bien Williamina Fleming, on le sait aujourd'hui, donc c'est bien elle qui a découvert cette nébuleuse. À elle seule, elle a classé plus de 10 000 étoiles, elle a découvert plus de 59 nébuleuses, 59 nébuleuses et plus de 300 étoiles variables, et une dizaine de novae aussi. Elle a aussi proposé un système de classification stellaire qui a été ensuite amélioré donc, par une seconde calculatrice qui s'appelle Annie Jump Cannon. Donc, a amélioré ce système de classification en le basant, qu'il a amélioré, simplifié en le basant sur la température de surface des étoiles. Et c'est toujours celui qu'on utilise aujourd'hui.
Elle avait rejoint l'Observatoire en 1896 et elle y a travaillé jusqu'en 1940, donc quasiment jusqu'à sa mort. La dernière très célèbre calculatrice, c'est Henrietta Swan-Leavitt. Elle a été embauchée en 1895 et elle était chargée de mesurer et de cataloguer donc, la luminosité des étoiles. Et sa découverte majeure, c'est la relation entre la luminosité des étoiles qu'elle étudiait et la période où on mesure de certaines étoiles, donc les céphéides. Et grâce à cette relation, c'est un moyen en fait, qui permet aux astronomes ensuite de mesurer les distances dans l'espace et une relation qui est maintenant connue sous le nom de la loi de Leavitt et qui est encore très largement utilisée aujourd'hui. Donc les calculatrices, en tout cas au moins ces trois-là, elles ont été célèbres, elles ont publié des articles scientifiques en tant que première auteure, mais elles ont très vite été oubliées en fait les années suivantes. Elles ont été remises à l'honneur surtout au XXIe siècle, puisqu'actuellement il y a de nombreux travaux de recherche en histoire des sciences qui étudient notamment leur carnet de notes et qui a permis de se rendre compte de la quantité de travail qu'elles avaient réalisé. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on sait aujourd'hui que c'est bien Williamina Fleming, la première, à avoir découvert la nébuleuse de la tête de cheval et non un autre scientifique comme on le pensait il y a quelques années. Donc, les calculatrices, elles n'étaient pas seulement présentes aux États-Unis, elles étaient aussi présentes en France avec le projet de la carte du ciel, donc a été lancé en 1887 par Ernest Mouchez, donc qui était directeur de l'Observatoire de Paris. Et l'objectif, c'était de fournir un inventaire exhaustif des étoiles et de leur position en plus de 20 000 clichés. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait calculer la position de chacune des étoiles d'une plaque photographique en se basant sur les coordonnées d'une dizaine, douzaine d'autres étoiles de référence qui étaient aussi présentes sur les plaques. Donc en France, pour ça, a été créé le premier bureau des mesures. Donc en 1892, il y avait 4 femmes qui étaient chargées des travaux de mesure et de calcul donc, pour faire cette carte du ciel. Il y avait aussi des femmes qui travaillaient à Toulouse, donc on les appelait le bureau des dames, et dans d'autres observatoires aussi en Europe, un peu toujours dans ce même projet de carte de ciel, d'inventaire du ciel. Donc à la tête du projet, à l'Observatoire de Paris, c'était une directrice du bureau des mesures, c'était Dorothea Klump, donc elle a été directrice de 1892, donc dès le début du projet, jusqu'en 1901. Dorothea Klump, c'est aussi la première femme à avoir obtenu un doctorat en astronomie à la Sorbonne en 1893. Et elle a eu un rôle très important puisque après son travail de directrice du bureau des mesures, donc elle est partie vivre en Angleterre avec son mari, et elle est ensuite revenue en France, elle est devenue membre de la Société astronomique française. Elle a organisé beaucoup de soirées pour guider les observateurs dans l'étude du ciel et surtout, elle a donné des cours et encouragé de nombreuses femmes à participer à toutes ces observations. Alors, j'avance encore un petit peu dans le temps, on arrive au XXe siècle et j'ai choisi de vous présenter donc 3 grandes astronomes du XXe siècle pour vous mettre en évidence, pour vous montrer les obstacles qu'elles ont eus, elles, dans leur carrière au XXe siècle. Donc, la première, c'est Margaret Burbidge, donc une astrophysicienne anglo-américaine. Donc, elle a fait sa thèse en Angleterre et à la fin de sa thèse, quand elle a voulu aller aux États-Unis pour poursuivre sa carrière, elle devait avoir une bourse qui lui a été refusée au final, puisque la condition pour avoir cette bourse, c'était d'aller travailler à l'observatoire du Mont Wilson, enfin faire des observations à l'observatoire du Mont Wilson. Et cet observatoire était réservé uniquement aux hommes. Donc, vu qu'elle ne pouvait pas faire ces observations, sa bourse en tout cas, pour étudier aux États-Unis, lui a été refusée. Et 10 ans plus tard, elle aura enfin accès à cet observatoire, mais elle y aura accès uniquement en tant qu'assistante de son mari, qui était aussi astrophysicien. Avec son mari et 2 autres chercheurs, ils vont faire énormément de travaux. Ils ont notamment montré ensemble que tous les éléments, donc sauf les éléments les plus légers, sont produits par des réactions nucléaires au sein des étoiles. Elle est une des premières aussi à avoir mesuré les masses et les courbes de rotation dans les galaxies. Et elle est parmi les pionnières dans l'étude des quasars. Grâce à tout ça, elle est devenue directrice de l'Observatoire royal de Greenwich pendant quelques années. Et elle est vraiment une personnalité très influente dans la lutte pour faire cesser les discriminations envers les femmes en astronomie. Une seconde dont je vais vous parler, c'est Vera Rubin. Donc, elle a commencé sa carrière en tant que l'assistante de Maria Mitchell. Alors, je ne vous ai pas parlé de Maria Mitchell, mais j'aurais tout à fait pu, puisque c'est une des premières astronomes américaines du 19e siècle, qui est aussi célèbre pour avoir été une des premières femmes astronomes à cette époque. Donc Vera Rubin ensuite a fait une thèse, puis est devenue chercheuse et enseignante à l'université de Georgetown, qui était une des seules universités qui acceptait les femmes. Et Vera Rubin a été la première femme autorisée à travailler dans plusieurs observatoires, tels que par exemple l'observatoire du Mont Palomar. Et c'est notamment grâce à Margaret Burbidge qu'elle a pu avoir cet accès à l'observatoire du Mont Palomar, puisque c'est grâce à leur rencontre entre Vera Rubin et Margaret Burbidge, qui était la seule femme à avoir accès à cet observatoire quand elle y allait avec son mari, que grâce à leur rencontre, à leur relation, c'est comme ça que Vera Rubin arrivera petit à petit à avoir des accès à de plus en plus d'observatoires.
Parmi les obstacles qu'elle a pu avoir dans sa carrière, elle était aussi, elle finissait ses journées beaucoup plus tôt, puisqu'elle avait ses enfants dont elle devait s'occuper, et à cause de ça, son salaire était vraiment réduit par rapport à ses collègues. Vera Rubin a eu vraiment un rôle très important sur la place des femmes en astronomie, parce qu'elle a écrit de nombreuses lettres de recommandation pour que des jeunes chercheuses, des jeunes étudiantes puissent accéder aux observatoires, aux labos, puissent avoir des financements, puissent être financées tout court pour pouvoir poursuivre dans leurs recherches. Donc, elle a vraiment soutenu et aidé toute la génération suivante de femmes astronomes. Et la dernière dont je voulais vous parler, donc parmi les grandes astronomes du XXe siècle, je ne pouvais pas ne pas parler de Jocelyn Bell. Donc, Jocelyn Bell, en 1968, a découvert le premier pulsar. Et sur la publication de son résultat, la première signature qui apparaît, c'est celle de Anthony Hewish, donc son directeur de thèse, alors que c'est bien Jocelyn Bell qui, dans le cadre de sa thèse, a construit le radiotélescope, a analysé les données, dont les premières données de ce pulsar, qu'elle a analysé d'ailleurs contre la volonté de son directeur de thèse, qui lui voulait qu'elle se concentre uniquement sur les quasars, puisque l'objet d'étude de sa thèse, c'était les quasars au départ. Donc, elle a obtenu son doctorat ensuite, est devenue très réputée dans son domaine grâce à cette découverte sur les pulsars. Et en 1974, c'est donc Anthony Hewish qui va être récompensé du prix Nobel de physique donc, pour la découverte des pulsars, donc avec Martin Ryle, donc, qui était leur principal collaborateur. Et donc là, on arrive quand même à la fin du XXe siècle et cette remise de prix du prix Nobel donc, à deux chercheurs, mais pas Jocelyn Bell qui est celle qui a fait la découverte, ça avait vraiment déjà été très controversé par une grande partie de la communauté scientifique qui avait été indignée que Jocelyn Bell soit oubliée de ce prix. Donc, on arrive maintenant donc, pour répondre aux questions qu'on se posait au départ. Donc, pourquoi on connaît peu de femmes scientifiques et quels sont les mécanismes qui ont mené à la sous-représentation des femmes dans les domaines scientifiques? Donc, alors heureusement, ça c'est vraiment principalement à l'Antiquité, au Moyen-Âge, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais les femmes ont été considérées comme des sorcières lorsqu'elles faisaient des sciences. Pendant très longtemps, la place des femmes dans la société était telle qu'elles étaient censées s'occuper donc, de leurs enfants, de la maison, et qu'elles n'étaient pas censées faire d'études. Donc, les femmes ont eu déjà beaucoup plus difficilement accès à une carrière scientifique, à une éducation scientifique. Les premières femmes à l'université, c'était à la fin du 19e siècle, au 19e siècle. Et les premières femmes, donc les premiers accès au laboratoire pour les femmes, c'était au début du XXe siècle. Et dans les observatoires, on vient d'en parler, c'était plutôt à la moitié du XXe siècle. Donc vraiment une difficulté d'accès à l'éducation aux universités. Donc les quelques femmes qui vont accéder à l'université et qui vont réussir à faire une carrière scientifique, elles vont donc se retrouver complètement cachées parmi les hommes, parmi beaucoup d'autres scientifiques hommes. En plus de ça, elles vont être considérées donc uniquement comme des assistantes, comme des calculatrices et avoir peu d'accès aux postes plus hauts hiérarchiquement. Donc ça, c'est un phénomène qui existe encore aujourd'hui et qu'on appelle le plafond de verre. Donc, c'est-à-dire que les femmes peuvent progresser dans la hiérarchie, mais seulement jusqu'à un certain niveau. Et enfin, elles sont souvent peu ou pas citées ni récompensées donc, pour leurs travaux, et ce sont des hommes qui vont récupérer leur mérite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda. Ça a été théorisé par Margaret Rossi en 1993 dans un article où elle explique elle explique, elle justifie donc cette remarque que les femmes scientifiques profitent moins des retombées de leurs recherches et ce souvent au profit des hommes. Donc ça, cet article de 1993, c'est un article avec énormément d'exemples. Et le meilleur exemple qu'on peut avoir en astronomie, c'est donc la situation de Jocelyn Bell qui n'a pas reçu le prix Nobel pour sa propre découverte. Donc, malgré tout ça, on voit que les femmes sont bien présentes dans le domaine scientifique, même si elles sont moins nombreuses, et qu'il y a énormément de grandes découvertes, de nombreuses découvertes qui ont été faites et qui sont faites encore à l'heure actuelle par des femmes. Aujourd'hui, on connaît en fait de plus en plus ces femmes scientifiques. Elles ont de plus en plus de reconnaissance, notamment par exemple grâce à des livres, grâce à des films. J'ai cité aussi quelques exemples avec, par exemple, pour Caroline Herschel, donc, qui a une rue à son nom depuis seulement le mois de décembre 2021. Le film Agora sur Hypatie d'Alexandrie. Donc, ils sont plein de choses qui fait qu'aujourd'hui, on connaît de plus en plus ces femmes scientifiques. J'aurais aussi pu citer le film de 2016 qui s'appelle Les Figures de l'ombre, donc, qui est un film qui a reçu de nombreux prix, qui a été nommé aux Oscars et qui parle des calculatrices de la NASA. Donc, je vous parlais des calculatrices dans le milieu de l'astronomie, dans les observatoires, mais elles étaient aussi présentes à la NASA pour calculer les trajectoires des fusées pendant les missions Mercury et Apollo. Et avant ce film, peu de gens connaissaient leurs histoires, peu de gens connaissaient ces femmes. Et depuis que ce film est sorti et a reçu de nombreux prix, beaucoup de personnes connaissent donc ces calculatrices de la NASA. Et en réalité, il y avait sûrement encore plus de femmes scientifiques que celles dont on connaît les noms aujourd'hui. Alors, je vais continuer avec des choses un peu plus actuelles, un peu plus sur la situation actuelle des femmes en sciences et donc, beaucoup plus générale en sciences, mais aussi en astronomie.
Et donc, pourquoi c'est vraiment nécessaire aujourd'hui de plus représenter les femmes dans les sciences? En fait, cette sous-représentation des femmes dans les sciences, ça va venir entretenir la vision très cliché, très stéréotypée sur l'image du scientifique. Donc, comme sur cette petite image que je vous ai mise en bas, ou même quand on cherche sur Google, donc c'est l'image ici d'une recherche Google que j'ai faite il n'y a vraiment pas longtemps. Quand on cherche physicien sur Google ou quand on regarde l'image cliché du scientifique qu'on peut avoir en tête, c'est vraiment toujours ce cliché de l'homme blanc âgé avec des lunettes. Et on voit sur la recherche Google, donc ce sont des physiciens célèbres ou même un peu moins célèbres, mais qui représentent toujours plutôt bien cette image très stéréotypée. Et ça a été montré ce besoin donc d'avoir des rôles modèles, donc c'est-à-dire quelqu'un qui nous ressemble, une personne à laquelle on peut s'identifier, pour qu'on puisse se dire si lui l'a fait, alors, enfin, en tout cas si elle l'a fait, alors moi aussi je peux le faire. Et ça permet de mieux se sentir à sa place, et c'est d'ailleurs valable dans n'importe quel domaine. Et aujourd'hui, les quelques femmes scientifiques qui sont célèbres, que l'on connaît, donc elles vont venir représenter uniquement des exceptions, et c'est pas suffisant pour que des jeunes filles, des jeunes de manière générale, puissent s'identifier. Et cela fait croire que du coup, les femmes qui ont réussi à avoir une carrière scientifique, elles étaient des génies, et donc les femmes vont avoir tendance à se mettre une plus grande pression dès leur début de carrière. Elles vont penser qu'elles ne peuvent pas réussir à poursuivre une carrière scientifique si elles ne sont pas toujours la meilleure dans leur domaine. Et pour venir encore plus augmenter cette image, ce stéréotype qui sont perpétués, aujourd'hui, il n'y a que 12% des personnages associés au domaine scientifique qui sont montrés à la télé qui sont des femmes, seulement 12%. Et ça, c'est un chiffre qui date de 2015. Donc peut-être ça a déjà été amélioré dans les dernières années, mais en 2015, c'était 12%. Donc sans cesse, ça remet en cause, les femmes se sont remises en cause sur leur légitimité à faire des sciences. Donc, je vais continuer avec deux petites images qui ont été présentées, qui ont été sorties par des données de L'Oréal UNESCO. Donc ça représente l'évolution de la proportion des femmes dans les sciences. Donc on voit les différents niveaux de la carrière et la proportion de femmes en bleu et d'hommes en gris. Donc, on voit que malgré tout, on a quand même une certaine parité au début des études. Donc, ici, c'est toutes sciences confondues et c'est valable dans toute l'Europe. Donc, on a quand même une certaine parité, voire même plus de femmes au niveau baccalauréat, master. Et il y a vraiment la tendance qui s'inverse au doctorat et qui s'empire, si on peut dire après, avec la proportion des femmes dans le milieu scientifique qui va sans cesse diminuer plus on avance dans la carrière scientifique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène du tuyau percé, donc le phénomène selon lequel plus on monte dans la hiérarchie, moins les femmes sont présentes. Typiquement, en astronomie, les femmes quittent le milieu académique 3 à 4 fois plus que les hommes. Les femmes ont moins d'accès à des postes permanents en France. Donc ça, c'est une étude de 2020 de Bernet et Hiller. Et on sait aussi que les femmes sont moins promues et reçoivent moins de financement que leurs collègues masculins. Donc après, ça reste une image à nuancer puisque à la fin, ici, se sont montrés les prix Nobel. Les prix Nobel sont attribués depuis plus de 120 ans. Et donc, le premier prix Nobel en 1901, c'est une époque où il n'y avait quasiment que des hommes dans les universités. Donc, on peut s'y attendre à ce que de toute manière, il y ait forcément moins de femmes qui aient reçu de prix Nobel. Mais malgré tout, encore très récemment, donc en 2018, les femmes sont encore toujours moins nombreuses à obtenir des grandes récompenses internationales. Et ce qu'ils ont montré dans ces travaux avec L'Oréal UNESCO, c'est que si rien ne change, la parité ne pourra pas être atteinte avant 2070. Donc, pour comprendre tout ça, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Donc, pour comprendre un peu les facteurs culturels, donc soit à la fois dans la culture scientifique, la culture universitaire ou sociétale. Donc, en ce qui concerne la culture scientifique, il y a toute une difficulté du système académique pour avoir une carrière dans le système académique. Et ces difficultés vont s'accentuer pour les femmes, avec entre autres les difficultés de lier la carrière avec une vie de famille, puisqu'on sait encore aujourd'hui que les choix familiaux ont plus de poids sur les carrières des femmes. Par exemple, les postdoctorants, hommes et femmes sans enfants, ils ont les mêmes chances d'avoir un poste dans la recherche, alors que les femmes postdoctorantes qui décident de devenir parents ou même qui planifient d'avoir un enfant vont abandonner 2 fois plus rapidement leur carrière que les hommes. En ce qui concerne plutôt la culture universitaire, donc j'ai plusieurs chiffres qui datent de plusieurs études, donc entre 2007 et 2020, pour montrer que les femmes sont moins citées, moins sollicitées par des journaux scientifiques et des manuscrits de review. Elles ont moins d'accès aux responsabilités dans les larges projets. Elles sont moins invitées aux conférences et plus précisément en astronomie, elles ont moins de succès aux demandes de temps des télescopes. Ça a été montré sur Hubble, sur ALMA et de manière générale sur tous les télescopes gérés par l'ESO. Après, ça, c'est un aspect qui devrait changer dans les prochaines années, puisque maintenant, la plupart des demandes de temps se font de manière anonyme. Les derniers cycles d'observation Hubble ou même ceux sur James Webb se sont faits de manière anonyme. Et déjà, ils ont remarqué qu'il y avait une meilleure proportion de femmes qui accédaient à des demandes de temps. Et enfin, en ce qui concerne la culture sociétale, ça a été montré que les femmes sont plus susceptibles d'être victimes de nombreuses microagressions, de faire face constamment à des biais inconscients, à des stéréotypes de genre,
aussi à des remarques inappropriées ou non professionnelles de la part de certains collègues. Certaines personnes, certains collègues vont toujours être plus insistants, plus embêtants envers les jeunes femmes, ou se comporter en fait de manière différemment avec les femmes et d'une manière dont ils ne se seraient jamais comportés envers un homme. Donc tout ça, c'est autant de messages subtils qui vont toujours amener les femmes à plus se remettre en question et à plus douter du fait qu'elles sont oui ou non à leur place dans le domaine scientifique. Alors en réalité, il y a beaucoup de facteurs qui vont pouvoir décourager les femmes à poursuivre leur carrière. Et je préfère leur préciser quand même, au cas où certains en doutaient encore, mais il n'y a aucune différence biologique qui concerne les compétences en mathématiques et en sciences, donc de différence entre les hommes et les femmes. Et enfin, on sait que la diversité et l'inclusion, c'est ce qui augmente la performance et la qualité d'un espace de travail. Donc c'est vraiment important de tendre de plus en plus vers une diversité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de règles, de nouvelles règles qui ont été mises en place, notamment depuis les années 2010, pour lutter contre ces inégalités. Donc, par exemple, au niveau national, en France, il y a plusieurs lois qui ont été votées pour l'égalité femmes-hommes. Il y a de plus en plus de règles donc, pour des politiques plus favorables à une vie familiale compatible avec la vie professionnelle. Donc ça peut être par exemple dans le public l'allongement du congé paternité. En France, en tout cas, ça permet déjà aux femmes de ne pas s'occuper seules des enfants à la naissance. Dans les entreprises, il y a de plus en plus de très grandes entreprises qui ont imposé des règles telles que pas de réunion trop tôt le matin, tard le soir ou des choses comme ça. Donc, toujours plus de politiques plus favorables à une vie familiale. Et enfin, au CNRS, il y a des formations dans toutes les sections qui sont imposées sur les biais de genre, donc aux membres de toutes les sections, pour toujours diminuer ces biais qui sont plutôt inconscients. Et notamment, dans la section 17, il y a aussi maintenant des référents équité et diversité qui sont là aussi pour faire attention à tout ça. Et d'ailleurs, le CNRS a bien précisé dans ses derniers rapports qu'il se dit être attentif, donc toujours à promouvoir chaque année une proportion de femmes au moins égale à la proportion de femmes promouvables. Donc, on voit très bien qu'on est en pleine transition vers un milieu scientifique beaucoup plus accueillant. La sous-représentation des femmes en sciences, ce n'est pas dû à un manque d'intérêt de la part des femmes, mais vraiment toujours à des facteurs externes systémiques qui sont clairement ancrés dans la société. Et depuis les années 90, il y a une volonté assez claire d'encourager plus de femmes en sciences et en ingénierie. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement le nombre qui est le facteur à considérer, mais vraiment la prise en compte du bien-être et de la progression de la carrière. Et aujourd'hui, on cherche de plus en plus à inclure toutes les minorités. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de la place des femmes dans les sciences puisque c'est le sujet du jour. Mais on va chercher à vraiment inclure toutes les minorités, que ce soit aussi les minorités ethniques, les minorités sociales, les personnes en situation de handicap. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a aussi des référents handicap qui ont été nommés au CNRS. Et donc, puisque tout le monde a vraiment de quoi apporter à la science, puisque c'est vraiment cette diversité qui va amener des nouveaux points de vue. Et c'est grâce à ça qu'on fait en fait avancer la science tous ensemble. Et pour terminer, donc, je vais vous laisser avec cette slide qui montre quelques bandes dessinées ici. Donc ça, c'est un projet qui a été fait par des doctorantes qui s'appelle Did This Really Happen? Donc vous pouvez trouver toutes les bandes dessinées sur leur site internet. Donc c'est sorti en 2018 et en fait, elles ont mis en images, en dessin, des situations qu'elles ont pu vivre ou des situations de témoignages d'autres doctorantes ou d'autres jeunes chercheuses qui ont pu vivre dans leur quotidien, donc pour dénoncer en fait ce sexisme qu'il peut avoir dans le milieu de la recherche. Et j'ai aussi voulu remettre donc, cette image qui date de novembre 2021, donc une exposition pour mettre à l'honneur les femmes qui s'appelle La science taille XXL. Et je vais m'arrêter ici, donc si vous avez des questions, je vous écoute. Merci Mathilde. Je pense que tu avais beaucoup plus de choses à dire, mais bon, il a fallu faire court. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Levez la main ou utilisez le module questions-réponses. Là, je vois qu'il n'y en a pas. Il y a des remerciements, c'est déjà ça. Merci à vous. J'imagine que tu es au courant d'un collectif, enfin je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais d'une action de mentorat pour les bien sûr. doctorantes qui a, je crois, démarré à l'Observatoire de Paris, aidé par PSL, et on espère que ça va. Est-ce que tu peux en dire quelque chose, ou tu es au courant ou Oui, j'en fais partie de ce mentorat. Donc, c'est okay. un programme qui a été commencé par l'association Femmes et Sciences et qui a été mis en place cette année par des chercheuses de l'Observatoire de Paris au sein de PSL aussi, et qui permet à des jeunes doctorantes, typiquement comme moi, d'être mentorées par une chercheuse d'une autre école, d'un autre établissement de PSL. Et donc, on a des formations qui sont d'ailleurs comprises dans le cadre de nos formations doctorales, notamment sur les biais de genre et sur plein d'autres thématiques.
Et ça, c'est une action qui vient de se mettre en place. Oui, c'est la première année, oui. La première année, hein, oui. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Alors, il y a une j'ai main cru. qui s'est levée là. Benoît Mosser, je vous donne la parole. Bonjour, merci Mathilde pour cette présentation. J'ai une remarque au sujet de la promotion des femmes recrutées en astrophysique. Oui. Les études ont montré qu'en fait, quand on regarde la proportion de femmes qui sont astronomes ou directrices de recherche ou professeurs et qui ont des promotions vers les grades les plus élevés, exceptionnels, en fait, il n'y a pas dans notre discipline vraiment de plafond de verre. Ça, ce sont les études jusqu'à présent. Mais quand on regarde les chiffres plus en détail, je me dis qu'on n'a peut-être pas travaillé assez précisément dans notre discipline parce que il faut bien se rendre compte du fait, et c'est dans le rapport de la section précédente sur le genre, que Oui, je l'ai lu, oui. les sélections sont tellement différentes qu'on ne peut pas supposer que les populations de chercheurs et de chercheuses sont identiques. Je vous laisse tous conclure de la manière la plus évidente qui soit, lorsque, et il faut bien le constater, les conditions de recrutement ont été très inégalitaires en termes de genre, on peut se dire que la population en genre qui a été recrutée, sous-recrutée, à un niveau différent de qualité que celle qui a été sur-recrutée. Et je pense qu'on a encore un travail à faire dans la communauté en acceptant le fait que les chercheurs et les chercheuses ne sont pas deux populations identiques. Je le dis clairement, hein, les chercheuses, en fait, ont subi tellement plus, une sélection tellement plus forte que leur niveau moyen est sûrement supérieur et que ça doit se voir en termes de promotion. Oui. Non, je suis assez d'accord avec ça, en fait. À CV équivalent, on voit assez rapidement que des femmes peuvent avoir subi plus de discrimination, plus de difficultés au sein de leur carrière ou pendant leur début de carrière, ce qui fait que parfois, elles vont déjà avoir fait plus d'efforts, en fait, pour en arriver au stade où elles sont. Alors après, je ne suis pas forcément d'accord en ce qui concerne le plafond de verre. Alors, j'ai quelques chiffres que j'ai un petit peu cachés ici, puisque je ne les connais pas par cœur, que je peux déjà vous citer en ce qui concerne l'astronomie. Donc le plafond de verre, donc il y a plusieurs définitions selon différents sociologues, différentes études, études de recherche. Mais selon moi, ce que j'en ai compris, c'est cet accès à des postes très élevés, à des postes assez hauts hiérarchiquement. Aujourd'hui, il y a quand même vraiment une minorité de femmes qui ont accédé à ces postes-là. La preuve en est que la première présidente à l'Observatoire de Paris, c'était seulement en 2020. Alors oui, la tendance s'améliore, mais en tout cas, il n'y a eu qu'une seule femme présidente à l'Observatoire de Paris. Au CNRS, c'est une seule femme présidente sur 9 depuis les années 80. À l'ESO, il y en a aussi eu une seule sur 8. Là où ça a le plus changé, là où on a des choses d'autant plus intéressantes, c'est en ce qui concerne l'UAI. Donc à l'UAI, depuis 1919, il n'y a eu qu'une seule femme présidente. Il y a eu une femme présidente, pardon, en 2006. Et depuis, alors excusez-moi parce que je recherche en même temps mes chiffres. Depuis, ce sont les 3 derniers mandats qui ont aussi été réalisés par des femmes, donc depuis 2015. Donc, ça a tendance à s'inverser, mais sur vraiment des institutions quand même très anciennes comme l'UAI, il y a eu très, très, très peu de femmes sur la quantité de présidents qu'il y a pu avoir. Oui, je parlais des promotions, pas des fonctions de direction. Oui, bien sûr. Merci en tout cas. Merci et bravo. Merci. Philippe a levé la main. Oui, vous m'entendez? Oui. D'accord. Bon, moi, je trouve que c'est très, très bien la tendance à l'amélioration, disons, qu'il y a actuellement et toutes les mesures, disons, toutes les mesures d'information, de promotion, de coup de pouce, disons, aux femmes sont positives. Mais en fait, ça me pose un problème et moi, j'ai participé aux prospectives INSU depuis 2009. J'ai défendu à plusieurs reprises la même position. Je me suis fait hurler dessus par des collègues hommes et femmes. Mais comme là, il y a des gens à la conférence, je voudrais redonner mon point de vue ici. Moi, je pense que à un moment donné, si on veut avoir une politique vraiment volontaire vis-à-vis de la parité et puis un vrai appel d'air vers le haut pour les femmes pour qu'elles se lancent dans des études scientifiques, il faudrait oser à un moment donné décider qu'au niveau du recrutement déjà et de la promotion,
eh bien, il y aura moitié, puisque les femmes sont la moitié de la population, en gros, il y aura moitié de postes réservés pour les femmes et pour les hommes, pour les recrutements et les promotions. Alors, je sais que ça fait hurler, que les femmes en place disent « Ah, comment? Mais non, il faut que ce soit l'excellence et on va recruter des gens moins bons parce qu'il va y avoir trop de possibilités et tout. » Moi, je pense qu'actuellement, la difficulté à être recruté est telle qu'une fois qu'on a franchi les premières étapes de sélection, tous les gens sont bons, en fait. Et donc, ce ne serait pas un problème. Et puis, par ailleurs, je veux dire, ça créerait un véritable appel d'air si on sait qu'à un instant T, eh bien, c'est plus facile pour les femmes d'y arriver parce qu'il y en a moins qui sont engagées dans la carrière scientifique. Mais il y a le même nombre de postes et de promotions à la fin. Et c'est un appel d'air qui vraiment pourrait toucher jusqu'aux études et créer vraiment un mouvement vertueux plutôt que mettre sans arrêt des choses qui parfois font un peu penser à des emplâtres sur des jambes de bois, quoi. Voilà. Donc, moi, je milite vraiment pour ça, pour qu'on ose une parité complète au recrutement et à la promotion. Et puis alors, ça aurait un autre avantage, c'est que quand on fait, et je m'arrête juste après, quand on fait des mesures au coup par coup, c'est-à-dire que tel comité, par sa bonne volonté, veut plutôt promouvoir, plutôt recruter une femme, et que c'est un petit peu au coup par coup, eh bien, les hommes qui sont dans ces processus de recrutement ou de promotion, ou de prix, ou de je ne sais quoi, et qui sont des processus extrêmement sélectifs et serrés, eh bien, vont se retrouver peut-être, ils vont se sentir brimés, parce que, ah ben oui, on a préféré une femme, on a sélectionné une femme, et parce qu'en fait, la règle n'est pas établie, elle n'est pas claire. Voilà. Merci beaucoup pour cette remarque, c'est très intéressant. J'ai entendu beaucoup de débats là-dessus, donc oui, c'est vraiment un sujet encore d'actualité, de débattre sur ces questions. Guy Perrin, vous avez levé la main. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Mathilde, pour cet exposé. D'ailleurs, je serai très preneur des planches, si c'est possible. Évidemment, oui, bien sûr, je peux les partager. Évidemment, je vous citerai, bien sûr. Hein, mais moi, je montre très souvent Henrietta Leavitt, enfin, pas très souvent, systématiquement Henrietta Leavitt dans mes cours, parce que ça s'y prête, mais bon, je pense qu'on peut montrer plus de femmes que ce que je ne fais. Voilà. Et donc, je suivrai votre exemple. Oui, j'ai plusieurs commentaires. Le premier, là, je vais embrayer sur ce que Philippe vient de dire. C'est un problème qui est très difficile parce que la parité, c'est une question de discrimination positive. Et on ne peut pas, dans les concours de la fonction publique, faire de discrimination positive. Ça, ce n'est pas possible. Mais par contre, il faut regarder les résultats des concours aujourd'hui au CNAP et au CNRS. Et on voit qu'il y a une prise en compte en fait, de la nécessité de recruter des femmes à parité ou quasiment à parité. Donc je pense que dans le milieu, ça bouge et que même si ce n'est pas inscrit en termes de quotas, ça se fait. Et évidemment, les femmes qui sont recrutées sont extrêmement légitimes puisque le taux de pression est tellement élevé, de toute façon, par rapport au nombre de postes, si on compare le nombre de candidatures au nombre de postes disponibles, qu'il n'y a pas de question à se poser sur la légitimité des femmes qui sont recrutées. Voilà. Il n'y a aucune question à se poser. Elles sont totalement légitimes, il n'y a aucun souci. Moi, j'aurais un commentaire sur le plafond de verre et sur les post-docs, parce que alors, les post-docs, dans des fonctions antérieures, j'ai beaucoup milité pour que nos sections de recrutement, justement, recrutent à des âges plus bas, enfin des années après la thèse moins élevées que ce qui est fait régulièrement, parce que je suis totalement convaincu que allonger la durée des post-docs, eh bien, c'est perdre des excellentes candidatures féminines en route. Et ça, le fait qu'on puisse recruter un nombre d'années assez important au-delà de la thèse, ce n'est pas du tout imposé par les organismes ou les établissements. C'est la responsabilité de nos communautés, c'est-à-dire de nos comités de recrutement. Il faut bien en avoir conscience. Hein. Donc, c'est nous, collectivement, qui sommes responsables de l'allongement des durées de recrutement après la thèse. Alors, il y a parfois des efforts qui sont faits et évidemment, on ne peut pas décider d'un coup brutalement qu'on recrutera à thèse plus 2, à thèse plus 3 parce qu'il y a plein de gens qui vont se retrouver, y compris des femmes, dans des situations difficiles dont elles ne sont pas responsables, mais il faut quand même faire un effort pour y arriver progressivement. Voilà. L'autre chose, c'est le plafond de verre.
Et je pense que c'est très multifactoriel, en fait. Très honnêtement, je ne pense pas. Alors, il faut dire les choses correctement. En tout cas, il faut que je me fasse bien comprendre. Je ne pense pas qu'il y ait un plafond de verre voulu, au sens où on dirait, bah non, les femmes ne peuvent pas accéder à telle ou telle fonction. Par contre, je suis convaincu que c'est un ensemble de contraintes, là aussi, qui sont mises notamment par le milieu, et donc qui ne sont pas forcément verbalisées, hein, mais qui font qu'au final, c'est difficile de trouver des femmes pour des postes à responsabilité. Et bon, moi, ça m'est arrivé de nommer des collègues féminines à des postes, ou en tout cas d'en chercher, et il n'y a pas de loi précise. Il y a toujours des circonstances, des éléments qui font qu'il peut y avoir refus ou pas refus d'ailleurs, hein, parfois ça marche. Mais je pense que c'est un ensemble de contraintes. Par exemple, vous citiez tout à l'heure le fait que dans certaines entreprises, on interdit les réunions trop tôt ou trop tard. Ben ça, c'est un élément, par exemple, qui est important pour justement qu'une femme accède à des postes pour lesquels il y a beaucoup de réunions. Et bien, pour éviter qu'elle refuse, on peut mettre en place ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y a là aussi beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir pour favoriser en fait la prise de poste par des femmes aujourd'hui en astronomie. Notre nombre de directrices de laboratoire aujourd'hui en astro, c'est 0. Voilà. Alors, je parle des UMR, une unité mixte de recherche. Pas forcément d'autres unités, mais en tout cas pour les UMR, c'est 0. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant et pour mettre ce sujet sur la table. Merci. De rien, merci pour les remarques. J'avais coupé mon micro. Je ne vois plus de main levée. Je ne sais pas si... Moi, j'en vois encore 2, Nicolas. Je ne sais pas si... Oui, voilà. Vas-y, Rita Maria, je vous ai... Oui, bonjour. Merci beaucoup, Mathilde, pour ton exposé et tout le travail qui t'a permis d'avoir un exposé de cette qualité. Je voulais juste partager en fait une impression qui a été confirmée par des chiffres, c'est que en fait il n'y a pas d'amélioration naturelle en fait de la participation des femmes en sciences. Et en particulier, c'est criant en astronomie parce que je me souviens quand on avait préparé un peu les élections à la présidence de l'Observatoire il y a quelques années, on avait regardé le nombre de femmes par collège et on s'était aperçu que, en fait, en proportion, il y avait davantage de femmes de rang A à l'Observatoire que de femmes de rang B. On avait, je crois, quelque chose comme 23-25% en rang A et plus 17-18% en rang B. Et en fait, ça a été confirmé ensuite quand j'ai regardé les rapports des sections CNRS de l'INSU, de la mandature qui s'est achevée il y a 1 ou 2 ans, où on voyait qu'en réalité, contrairement aux autres sections de l'INSU, en fait, il y a eu une époque où on avait davantage de femmes recrutées donc en section 17 à des niveaux DR qu'aujourd'hui. Et en fait, du coup, je m'interroge un petit peu sur le fait que malgré toutes les politiques, les plans d'égalité qui sont établis, les efforts des sections après différentes mandatures pour faire attention à ce problème-là, en réalité, il y a des conditions qui rendent de plus en plus difficile, et pas le contraire, la présence des femmes. Bon, alors, je pense qu'il faudra un petit peu plus de recul après l'action des sections passées, tout juste terminées, mais en tout cas, je voulais juste attirer l'attention sur aussi les conditions qui préside à la direction de la recherche en France et notamment aux politiques qui sont établies à très haut niveau et en particulier attirer l'attention sur le fait que la loi de programmation de la recherche qui a été adoptée récemment, en fait, elle a été étudiée de ce point de vue-là et elle a montré
et certains chercheurs, économistes en particulier, ont montré que, eh bien, en fait, ça pouvait rendre davantage, diminuer encore davantage la participation des femmes au métier de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, je voudrais juste en fait attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas d'évolution naturelle vers l'égalité. Et encore aujourd'hui, il y a des politiques qui pourraient sembler à certains comme innovantes et modernes, qui en réalité vont provoquer un recul sur ce point-là en particulier, en plus d'autres points bien sûr. C'est déjà ce qu'on voit avec les nouveaux programmes dans les lycées, par exemple. Ça a déjà été mis en évidence que ce n'est pas forcément ce qu'allait pouvoir encourager les jeunes femmes à faire des sciences aussi. Absolument, c'est un autre point. Oui. Sylvie, vous avez levé la main si vous voulez prendre la parole. Oui, alors moi, je commence par une remarque un peu générale et sans doute un peu bébête. Je remarque qu'il y a très peu de femmes qui ont posé des questions aujourd'hui et qu'il y a eu surtout des hommes. Mais ce n'était pas ça ma remarque. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut aider les parents qui ont des enfants à faire en sorte que leurs enfants aiment les sciences. Et pour ça, ça doit être dès l'école primaire. Et en fait, on voit souvent le contraire. Par exemple, j'ai une petite fille qui est revenue en pleurant, qui était la meilleure en maths, en disant « Ah, je suis nulle en maths, je suis nulle en maths ». Alors les parents ont cherché pourquoi, et ils se sont aperçus que c'était les petits copains, les petits garçons qui étaient là à la harceler, à lui dire qu'elle était nulle en maths. Bon, ça s'est arrangé depuis, mais ça a été grâce à l'influence des parents, et grâce aussi, ils sont allés voir la maîtresse et en ont discuté avec elle. Voilà, ça c'était une remarque générale. Et enfin j'en ai une autre. Je voudrais demander pourquoi on a oublié, ou on n'a pas parlé plutôt de Cecilia Payne, qui pour moi est celle qui a fait l'une des plus grandes découvertes du début du XXe siècle en astronomie, en découvrant l'énorme abondance de l'hydrogène. Et ça, c'était vraiment contraire à tout ce qu'on pouvait imaginer. Oui, alors sur Cecilia Payne, j'avais mis son portrait au tout début, c'était une autre dont j'aurais tout à fait pu parler. Son histoire est tout aussi très intéressante et très importante pour la présence des femmes en astronomie. Et on l'a empêché de soutenir sa thèse. Oui. Au sujet est-ce que les filles, donc là, les jeunes filles en école, les premières années d'école, sont bonnes ou pas ou en sciences. On a participé avec Mathilde à une opération et j'ai souvent qui reviennent en médiation scientifique, c'est montrer aux jeunes filles qu'il y a des femmes scientifiques. Et du coup, là, on était une équipe de 10, on avait 4 doctorantes donc, qui sont arrivées à quand même déjà un certain niveau de carrière. Et voilà, on peut faire de l'astrophysique en étant femme. Et c'était des exemples à donner à des jeunes filles en école primaire ou en collège. Bon, je ne sais pas si ça va changer de tout pour tout, mais c'est une façon de montrer que faire des sciences, c'est possible pour tous. C'est tout à fait toute cette nécessité de représentation, de toujours plus représenter les femmes en sciences pour donner plutôt envie ensuite aux plus jeunes de faire des sciences aussi. Et c'est tout un aspect dont j'aurais pu vous parler aussi, mais que je n'ai pas forcément choisi d'en parler ici, parce que ce n'était pas ce qui me semblait le plus pertinent, en tout cas aujourd'hui. Mais c'est tout l'impact de l'éducation et comment ça peut jouer énormément sur la manière dont les jeunes apprennent les sciences et qui m'ont toujours donné l'impression aux jeunes filles de se sentir dévalorisées et à l'inverse, un jeune homme de se sentir tout de suite valorisé en sciences. Dans le chat, il y a une remarque de Rita Maria. Il faut évoquer Edmé Chandon. Je me demande s'il n'y a pas eu une rue ou un square Edmé Chandon qui a été baptisé c'est possible, oui. récemment. J'avoue que je confonds. Enfin, je sais plus entre Dorothea Klump et... Voilà, c'était en novembre, mais c'était ça. Un square dans le 11e, ouais, c'est ça. Et un arrêt de travail à Grenoble, apparemment. Ah ben, je ne savais pas qu'il était grenobloise. Merci Mathilde, merci aux différents intervenants qui avaient des remarques très constructives. Merci à tous pour avoir suivi. Merci à tous. Merci à vous d'être venus écouter. Au revoir.